réveillé un peu au plafond du bloc opératoire. Je percevais non seulement les paroles, mais aussi les pensées des gens. J'entendais des gens, on va le perdre, on l'a perdu, de toute manière il est mort, c'est pas la peine de le faire revenir. Effectivement, le cœur s'était arrêté et moi je suis revenu après 45 minutes quand même. Alors il n'y a aucune peur parce que c'est hyper rassurant. J'ai l'impression de vivre le plus beau jour de ma vie là, à ce moment-là. C'est pour ça que je dis la mort, c'est quand même le plus beau jour de votre vie. Je n'étais pas mort, mais alors qu'est-ce que je suis quoi? Est-ce que mon corps est sur place encore? Et il n'y a même pas besoin de poser des questions puisque les réponses arrivent d'un seul coup. C'est quand même ça étonnant que je découvre que les vies antérieures existent. Je me dirais au bout du compte, j'ai fait 1 an et demi de voyage de l'autre côté. La distorsion du temps est incroyable et c'est pas la même chose. Mais jamais je vais pouvoir rentrer dans ce corps parce que c'est trop petit. Et hop, ça rentre directement. Et là, la douleur, elle revient terrible. C'est terrible. Quand j'ai rencontré le docteur Beau, il a été vérifié, effectivement, il est revenu un peu pantois et il me dit, bah oui, c'est vrai, je comprends pas, là, j'avoue, je comprends plus rien. Bon, on passe à autre chose, s'il vous plaît. Je sais que c'est pénible quand les créateurs demandent de s'abonner, mais depuis que j'ai commencé à le faire, la chaîne a commencé à grandir 10 fois plus vite. Si tu ne t'abonnes pas, YouTube ne te montrera probablement pas le prochain épisode. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, donc abonne-toi. Et je suis ravi d'accueillir dans l'émission aujourd'hui Vincent Hammin. Vincent, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Rémi, et merci de m'accueillir. Si ça te va, j'aimerais bien rentrer directement dans le vif du sujet et te demander à quoi ressemblait ta vie avant ton expérience de mort imminente. Somme toute comme assez ordinaire, à savoir que bon, une relation avec les autres tout à fait logique. Moi, j'étais pas quelqu'un de, comment dire, enfin, qui en voulait beaucoup à beaucoup de monde. J'étais heureux dans ma vie, je comprenais la difficulté des autres, je partageais leurs difficultés. Bon, moi, j'étais à la responsabilité quand même importante d'une scène nationale, ce qui est pas rien. C'est un gros théâtre, hein, c'est qui reçoit et qui est donc subventionné par l'État et la ville et la région. Donc j'avais cette responsabilité-là, donc la relation humaine, je la connaissais très bien, quoi, donc j'avais pas de difficulté avec ça. Mais après, bon, la question après, spirituelle était, quand même, un fondement même dans ma vie quelque part. Au bout du compte, quand je fais un retour en arrière, j'avais un regard toujours vers l'après-mort, l'après, qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que la mort est un trou noir dans lequel on va se fondre ou bien il y a quelque chose qui peut être, espéré beaucoup mieux, sinon, rentrer dans une lumière qu'on ne peut pas encore décrire, tant qu'on ne l'a pas visitée, quoi. Et donc, Mhm. c'est ça qui était pas ma préoccupation. J'étais enseigné dans la religion catholique et j'allais de temps en temps à la messe avant et après, quand j'étais devenu un peu plus adulte, j'ai un peu quitté ce monde-là. Et en me faisant ma propre opinion, tout simplement, hein. Donc déjà ouvert à la spiritualité, est-ce que tu avais déjà entendu parler d'expériences de mort imminente? Pas du Non, tout. alors pas du C'était tout, quoi non. ton rapport à ces sujets-là? Non, alors par rapport à ça, non, j'avais du tout, moi, je pensais pas que ça pouvait même exister puisque déjà à l'époque, il y avait pas forcément les moyens que l'on a aujourd'hui pour, maintenir la vie malgré tout la difficulté de la personne qui est en difficulté, quoi. Et donc, pour moi, c'était, bon, c'était impossible, quoi, ça n'existait pas, quoi. Ça c'était pas possible, quand on est mort, quoi, on revient pas. Ça, c'est à part une personne qui est revenue, mais c'est tout. J'en ai voilà et sinon, le reste, non, je peux pas, je croyais pas du tout à cette possibilité-là, voilà. Ok. Et qu'est-ce qui a été le point de bascule du coup? Bah, le point de bascule, ça a été l'expérience, hein, de toute manière. Je veux dire, c'est vrai que vivre sa propre mort, je veux dire, c'est quelque chose, d'exceptionnel et de pouvoir la commenter après et revenir la partager, tout simplement. Hmm. Ça a été pour moi, un grand point d'interrogation sur lequel, j'ai mis à peu près 10 ans pour la comprendre. Mais surtout avec l'aide de d'autres personnes qui avaient vécu cette expérience-là, que j'ai découvert évidemment bien par la suite, puisque comme je l'ai dit au début, pour moi, ça ne pouvait pas exister ce genre de choses. C'était, Hmm. on n'en entendait pas parler d'ailleurs, de toute manière, on n'en entendait pas parler. Enfin, voilà. Donc voilà, Bah, ça a écoute, été pour moi un choc, d'une des découvertes absolues et incroyables, quoi, incroyable. je veux bien que tu nous replonges justement dans le jour où tout a basculé. Quel âge tu avais et qu'est-ce qui s'est passé? Bon alors ça s'est passé le 8 octobre, 1999. J'avais été voir, quelques mois avant, mon cardiologue. J'avais quelques petits soucis de tachycardie, hein, tout simplement. Bon, somme toute, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes, parce qu'il y avait le stress, il y avait tout ça, mais moi j'avais peut-être une difficulté sur une valve, tout simplement la valve mitrale
Et puis, le médecin traitant, donc, qui est devenu un ami depuis, hein, m'a envoyé vers un cardiologue qui m'a fait un électrocardiogramme et il a vu effectivement qu'il y avait quand même des fuites au niveau de la valve, hein, mitrale, tout simplement. Donc, il m'a suggéré de me faire opérer. Alors à l'époque, on opérait d'une façon très particulière puisqu'on remplaçait la valve par une valve mécanique, tout simplement, hein. Et au bout de 10 ans, on est obligé de revenir pour la rechanger. Bref. Et puis, donc il m'a envoyé à Tours, à la clinique Saint-Gatien de Tours, qui était quand même, une clinique très en avance. C'est justement le docteur Beau, qui était le patron de cette clinique, m'a reçu et comme, il m'a dit: «Monsieur, maintenant vous avez le profil, vous avez l'âge et le profil pour, comment dire? Pour, profiter d'une nouvelle technique qui est mise en place, en Europe par un professeur qui viendra du Canada, qui s'appelle le professeur Tyrone d'Ottawa, hein. Et donc, c'est une grande première européenne, donc, vous allez être, vraiment, en haut de l'affiche pour une fois. Et puis, oui, mais il y a quand même des risques dans cette histoire-là. Mais non, je lui pose la question: «Est-ce qu'il y a des risques quand même?» Oui, il peut y avoir des risques comme toute opération cardiaque de toute manière, mais bon, ça vaut le coup. Moi, je dis: «Ça vaut le coup de tenter l'expérience» et puis c'est une expérience de plus pour moi. Et donc je me suis arrivé le 8 octobre au matin, très tôt, à 7 heures, en train de déambuler sur un brancard pour aller à la salle d'opération qui devait se trouver au sous-sol, quoi. Voilà, je rentre, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de journalistes, il y avait des caméras, des micros, enfin bref, il y avait tout le staff, pour enregistrer, ce qu'il fallait, l'expérience unique, la première européenne, quoi, voilà. L'anesthésiste vient plaisanter avec moi et puis bon, il me branche et puis je vois une machine à injection tout à fait, c'est pas lui qui injecte, c'est la machine qui injecte et puis, le bras chauffe et puis hop, vous partez dans le noir, quoi. Généralement, vous vous réveillez soit en salle de réveil à côté du bloc opératoire ou en chambre personnelle, si l'anesthésie était très longue, très prolongée, quoi. Pour ma part, je me serais pas réveillé là, pas du tout. Je me suis réveillé un peu, au plafond du bloc opératoire. Alors c'est surprenant parce on sait pas pourquoi on est là déjà. La première question qu'on se pose: «Mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je comprends rien, je suis en train de rêver», bref, on a quand même cette conscience-là de pouvoir réfléchir, et de comment dire? De catalyser un peu les émotions pour éviter une panique, quoi, à bord. Donc, et j'aperçois, tout ce monde en dessous de moi. Alors je dis pas collé au plafond parce que la notion du matériel des matériaux n'existent pas vraiment dans cet état où j'étais, quoi. Donc j'étais en haut, en vision panoramique, tout simplement, et je percevais non seulement les paroles, mais aussi les pensées des gens, quoi, qui étaient là. Donc il y avait une cacophonie, un bruit infernal. J'entendais déjà: «On va le perdre, on l'a perdu, de toute manière il est mort, c'est pas la peine de le faire revenir», effectivement, le cœur s'était arrêté et moi je suis revenu après 45 minutes quand même. Donc, il s'était arrêté pendant 45 minutes, c'était long. Et j'ai pas compris pourquoi j'étais arrêté pendant 45 minutes quand même. Pour moi, la mort, le cerveau s'arrête au bout de 4 minutes 30 ou 4 minutes Mmh. et la mort clinique est constatée quand le cœur ne bat plus, quoi. Et quand tu dis que tu étais en haut et tu voyais, tu percevais, est-ce que tu voyais comme je te vois avec des yeux ou Ah c'était oui, une bien perception sûr. un peu différente? Bien plus que ça, oui, bien plus que ça, puisqu'on voit on voit au-delà de la matière, quoi. On voit même au-delà de l'aspect physique, on perçoit la personne intérieurement, comment elle est constituée, on perçoit autrement comment dire? Les pensées des gens. Je veux dire, c'est un brouhaha total dans lequel il faut faire le tri, quoi. Mais du coup, très différent que quand, je sais pas, par exemple, typiquement le matin, dans le entre-deux, juste avant de se réveiller, parfois on peut visualiser et on voit, mais il y a un petit peu allez, une propriété de rêve, où ça ressemble un peu à un Oui, rêve, où c'est un peu intangible. C'est pas que je vois la réalité comme je vois la réalité aujourd'hui, là maintenant. je vois la réalité telle qu'elle est, je veux dire, c'est tangible, absolument c'est Ok. quand même et on voit, on perçoit, on ressent, on sent, on entend au-delà de la raison, je veux dire au-delà de ce que l'oreille pourrait entendre et puis d'un seul coup, je me suis retrouvé, tu dis, je sais pas pourquoi, j'ai décidé d'aller me balader un peu. J'avais cette possibilité de passer non seulement à travers les murs, mais les portes et tout, quoi, c'était pas un problème. Et je me suis retrouvé en un rien de temps dans une autre salle de réveil. Là, c'était pas celle qui était à côté du bloc, mais dans une autre aile du bâtiment, assez loin, à peu près à 250 mètres de là, où j'ai pu constater une discussion entre, comment dire? Une infirmière et un pauvre gaillard qui devait avoir 75 ans à peu près,
qui avait été amputé des 2 jambes, mais il n'était pas content puisque, d'après ce que j'ai pu comprendre, ce que j'entendais, non seulement les questions, mais les réponses étaient des mais les questions: «Mais pourquoi je me suis fait opérer au-dessus du genou?» alors que les prothèses étaient prévues, en dessous du genou, donc articulées, non articulées, voilà. Et donc c'était plus facile pour lui et donc il était pas content parce qu'on l'avait pas prévenu de ça, mais j'ai appris qu'il avait eu beaucoup de diabète et que la gangrène ou je sais pas quoi avait quand même entamé le genou, quoi et donc ils ont été opérés, voilà. Donc ça, c'est une conversation qui est très importante puisque je l'ai mémorisé et puis ça a été amené à amener la preuve par la suite de ce que j'avais vécu, quoi. Qui a Mmh. subjugué évidemment les médecins avec qui j'ai eu une conversation là-dessus après une visite de 1 mois. Bon, on va faire une visite et j'ai raconté cette histoire-là. Toujours je me suis retrouvé après très vite dans la salle d'opération et je voyais qu'il se débrouillait toujours avec moi pour essayer de me remettre en vie, quoi, tout simplement, hein. Et donc du coup, je dis: «Il est mort, c'est pas la peine, on n'insiste pas, quoi». Et puis c'est à ce moment-là que c'est précisé pour moi le tunnel. D'un seul coup, j'ai vu le tunnel s'ouvrir devant moi, un tunnel d'une clarté incroyable, qui était pas sombre, très très énergétique sur les côtés, quoi. Il était, donc c'était circonscrit de formes volutes très énergétiques, très colorées, avec, de la musique, une espèce de son extrêmement mélodieux, très rassurant, quoi, voilà. Et dans ce tunnel, alors je sais pas combien de temps je suis resté parce qu'il y avait tellement à regarder que et d'un seul coup, je suis allé vers un point blanc. Alors est-ce que c'est lui qui est venu vers moi? J'en sais rien. On n'a pas l'impression de bouger, quoi. Il y a des choses évoluent autrement. Et c'est ce point blanc, cette tache blanche est devenue très, 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 très lumineuse, bien plus que le soleil, c'est bien plus que ça. C'est pas éblouissant du tout pour autant. C'est assez texturé. On a l'impression de rentrer dans un rideau, quelque chose de magnifique et une caresse absolue de quelque chose qui est au-delà de la raison humaine, de ce que l'on peut même pas trouver sur terre, quoi. C'est comme si, comme je dis souvent, c'est 100 000 mamans qui vous disent à un instant T: «Je t'aime», quoi. Waouh, c'est très puissant et c'est là que je suis rentré dans un univers totalement blanc, à peine perceptible au niveau des dimensions, je veux dire la géométrie et tout ça, c'est très blanc, très lumineux, avec toujours cette musique qui m'accompagnait. Puis, à ce moment-là, alors l'échelle du temps, je peux pas vous la donner, hein, c'est que je vous le dirai au bout du compte, j'ai fait 1 an et demi de voyage de l'autre côté, quoi. OK. Pour faire voilà, c'est la distance, la distorsion du temps est incroyable et c'est pas la même chose, quoi. Il y a Mmh. pas un temps relatif ici, de l'autre côté plutôt. C'est un temps subjectif, on va dire et qui vous emmène, incroyable, quoi. C'est donc ça, Et je à faisais ce un moment-là, qu'est-ce que tu te disais? Est-ce que tu as conscience et est-ce que tu comprends ce qui t'arrive? Est-ce que tu subis juste? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a juste de alors l'observation? C'est il quoi y a ton ressenti à ce moment-là? alors il y a aucune peur parce que comme je l'ai dit, c'est hyper rassurant. J'ai l'impression de vivre le plus beau jour de ma vie là, à ce moment-là. C'est pour ça que je dis la mort, c'est quand même le plus beau jour de votre vie quand même. C'est peut-être anachronique, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est quelque chose de magnifique à vivre. Alors, je ne suggère pas de partir volontairement parce que c'est pas comme ça que ça se passera. Ça sera plutôt difficile. Mais de cette façon, donc moi je l'ai vécu, c'est quelque chose de incroyable, quoi. On peut pas imaginer à quel point la beauté et la puissance de l'amour qui vous attend, quoi. Voilà. Mmh. À ce moment-là, bon, ben, j'étais pas inquiet. J'avais beaucoup de questions qui venaient pas dans mon cerveau, dans ma pensée plutôt. Et donc, je me posais il y a même pas besoin de poser les questions puisque les réponses arrivent d'un seul coup, quoi. Il y a comme si j'avais la question-réponse immédiatement. Et comme une voix extérieure ou intérieure, j'en sais rien, elle m'a parlé du pourquoi, du comment. Voilà. Donc elle a expliqué mon exploration, que c'était bien, effectivement, une mort, hein, sans expliquer après pourquoi peut-être que j'allais revenir. Et au même moment, mais auparavant, il faut que tu fasses un examen de toi-même, c'est-à-dire que tu regardes un peu ce que tu as vécu dans ta vie. Donc j'ai en fait cette vision panoramique de ma vie, d'avant, bon d'avant et même d'avant cette vie-là. C'est quand même ça étonnant que je découvre que les vies antérieures existent, quoi. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait plusieurs vies avant. Et il y en a qui étaient pas très belles. Là, je veux dire, je vais pas trop les raconter parce que j'étais pas très quelqu'un d'intéressant, plutôt un peu voyou et un peu, comment dire?
un peu brutale, quoi, voilà. Toujours est-il que celle-ci était quand même intéressante parce qu'en fait, j'étais confronté à toutes les situations dans lesquelles où l'inadéquation avec l'amour était présente. Ça veut dire que même la méchanceté involontaire, on la ressent, quoi. Même la parole un peu blessante, on la ressent envers nous, quoi. Et là, ça fait un peu mal, quoi. Ça fait un peu mal, on se rend compte tout à fait de la profondeur de la blessure qu'on a infligée à l'autre, l'angoisse qu'on a infligée à l'autre sans s'en rendre compte soi-même, quoi. Parce que bon, on n'est pas dans cette écoute-là. Voilà. Après, c'est pas quelque chose de très difficile à vivre, si ce n'est que si vous avez effectivement été meurtrier ou très violent avec des gens ou même avoir, comment dire, être manipulateur ou autre chose, c'est beaucoup plus difficile ça, à passer ce stade-là. Mais en tous les cas, moi, me concernant, ça a été quelque chose de très limpide, quoi, voilà. Et puis après, cette voix est revenue vers moi, me dit: «Bah, maintenant, bienvenue» et puis, et là, il est rentré dans des explications et plus même je veux dire qu'il y avait plusieurs voix différentes, là, plusieurs pensées différentes qui essayaient de communiquer avec moi. Bon, j'étais un peu, éberlué parce que je trouvais que c'était trop pour moi dans un instant comme ça. Il fallait du temps pour assimiler tout ça. Et donc, devant moi s'est ouvert, une nature incroyable, quoi. Comme si le voile, la brume s'en allait et puis j'allais mettre les pieds, dans un monde totalement, incroyable et pas forcément différent d'une autre à ce point-là, mais beaucoup plus lumineux, beaucoup plus beau, quoi. Et donc, je me voyais marcher sur une herbe qui était, pas très verte, mais très multicolore, mais très très énergétique quelque part et chaque fois je voyais alors c'est là que j'ai pris conscience que j'avais un corps quand même, hein. Ouais, J'avais donc des là, mains c'est une expérience très physique, entre guillemets, où tu marches sur l'herbe. voilà, alors la gravité, je sais pas s'il y en a pas, enfin bref, je sais pas comment de quel moyen on est debout là-bas. On n'est pas forcément allongé ou on vole pour l'instant, en tout cas, après ça a été le cas. Mais toujours est-il que je marchais sur cette herbe et j'avais comme cette sensation incroyable d'un amour absolu pour moi. À chaque pas que je mettais, c'est comme une caresse d'amour, quoi. Donc c'est très glorieux, c'est très impressionnant et c'est très émouvant. Mais puis là, j'ai pu apercevoir un peu ce que c'était cette nature, luxuriante qui était très colorée, avec des couleurs et même des dimensions que je ne connaissais pas. Des couleurs, incroyables, c'est très énergétique, très vibrant, c'est très vibratoire, j'oserais dire, hein. Il y a beaucoup de l'herbe en elle-même, je pouvais, la regarder, il y avait quelque chose qui vivait en elle, une espèce de filament énergétique qui vivait en elle. Ce qui était le cas pour les arbres aussi, parce qu'il y avait un arbre très solennel, immense, grand. Lui, il était vert avec un tronc extrêmement large et très grand. Et je me suis appuyé contre lui parce que je l'ai touché et tout de suite, j'ai très, très vite senti une énergie, très bienveillante, voilà. Donc et je me suis retourné et j'ai regardé un peu le paysage, qui m'environnait. Donc c'était vallons et collines avec une vue incroyable, une possibilité de zoomer à très, très loin en ayant cette distinction de presque microscopique, vous voyez? Il y a pas de la notion dimensionnelle, c'est pas un problème de l'autre côté, voilà. Et il y a d'autres dimensions, il y a l'envers du décor que je dirais, que l'on voit et qui n'est pas troublant pour autant, voyez? Puis bon, je m'assois sur cette herbe et puis je regarde tout simplement et puis est arrivé 3 personnages et puis 3 assez grands d'ailleurs, pas forcément grands plus que moi, mais quand même grands. Pour autant et avec, alors j'ai pas regardé leur tenue, hein, j'ai pas regardé comment j'étais habillé, ça j'étais pas dans ce regard-là, j'étais plutôt dans la surprise. Donc quand on est surpris, on fait pas attention à ce qu'il y a à côté. Et j'étais très surpris de voir 3 personnages qui venaient vers moi en marchant, pas en volant, hein, en marchant et dont un que je connaissais non pas par son aspect physique, mais par son regard. Très vite, j'ai retrouvé en ce personnage un ami que j'avais connu avant, qui s'appelait Baudouin, qui était un frère de philosophique avec qui je parlais beaucoup, qui était un ami de la famille, de ma femme à l'époque, qui était un ami commun, je veux dire, qui était très, 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 très proche de nous, qui a été décédé de quelques années avant d'une tumeur au cerveau. Ça a été quand même terrible pour lui et c'est Baudouin qui m'a accueilli, tout simplement. Je m'y attendais pas. Alors c'est vrai qu'il ressemblait pas physiquement à ce que j'avais connu sur terre, mais son regard était le même, quoi. Et il m'a dit: «Bienvenue, bienvenue». Alors, je vais pas rentrer dans le détail parce que là, j'en ai pour longtemps, mais il m'a expliqué le pourquoi du comment. Il m'a dit: «Tu n'es pas mort». Je dis: «Attends, là, je comprends plus rien».
Non, non, tu n'es pas Nord. Alors, je ne veux pas dire que c'est pas une chance pour autant ou être un d'élu ou être choisi parmi d'autres. Non, c'est pas ça du tout. C'est simplement l'opportunité, tout simplement, de pouvoir comprendre ce qu'est la vie après la mort et de pouvoir comment dire, la partager après, la dispenser après, pas quand je serai revenu. Mais parlez pas de mon retour sur Terre, hein. Je veux dire, donc moi, j'étais dans un état de surprise totale et j'étais pas mort, mais alors qu'est-ce que je suis, quoi? Est-ce que mon corps est sur place encore et puis j'ai fait, ce qu'on appelle aujourd'hui une sortie de corps qui m'a donné la possibilité d'aller voir l'au-delà? Non, c'est pas comme ça. On va pas voir ce qu'il y a quand on fait une sortie de corps. J'en ai fait après plusieurs fois. Non, on reste sur terre, on va pas au-delà, quoi. Donc, j'étais très surpris de voir et puis deux ces acolytes, je sais pas comment on peut les appeler, 2 personnages magnifiques, très beaux, très, très beaux, hein. Ils sont tous très beaux là-dedans, très jeunes évidemment, 30 ans, 35 ans, je sais pas vraiment, pas de rides, rien du tout, des expressions, très lumineuses, vraiment des traits très lumineux, quoi, très souriants. Avec une voix, une pensée très douce. Alors la voix et la douce, hein, c'est la voix et la pensée, c'est la même chose puisqu'on n'utilise pas les cordes vocales. C'est par la pensée que qu'on communique. C'est comme si on parlait comme je vous parle à vous, à toi pardon. C'est comme ça. Je veux dire, on fait pas le distinguo de pour autant, quoi. Il m'a dit: «Bon, l'opportunité, c'est de te faire visiter un peu ce que vous appelez l'au-delà». Nous, on l'appelle autrement. Alors, c'est un nom tout à fait, qui n'est pas le paradis, qui n'est pas c'est un autre nom, hein, voilà. Je peux pas vous dire lequel parce que c'est imprononçable. Je veux dire, est très court et imprononçable et j'ai même pas retenu d'ailleurs. Je pourrais pas pour moi, c'était pas l'importance de retenir, chaque mot qui a été dit ou chaque pensée qui a été émise, quoi. Donc c'est plutôt la découverte qui me subjugue, toi, totalement. Voilà. Surtout que j'avais une notion, moi, très catholique de l'après-vie, hein. C'est le purgatoire, l'enfer ou le paradis. Il y a les 3 notions, trois niveaux, quoi. Alors que c'est bien plus que ça, quoi. Le purgatoire, je l'ai pas vu, si ce n'est que je l'ai aperçu. Alors c'est pas un purgatoire dans lequel on purge nos péchés, qu'on est pour autant, comment dire, jugé et impartialement par des gens qui vous mettent de côté à droite ou à gauche, en fonction des actes que vous avez laissés sur terre. Non, c'est plutôt, je veux dire, ce que j'ai pu en retirer, c'est ce que je dis souvent aux gens qui partent: «Ne vous inquiétez pas parce que vous allez retrouver non seulement vos amis, mais ceux que vous n'avez pas vus depuis très longtemps, mais aussi ceux d'autres vies antérieures». Et la surprise est telle que c'est que vous avez peur d'être jugé pour autant, alors que non, il n'y a pas de jugement à ce point-là haut. C'est vous-même qui vous jugez et que vous acceptez ce que vous avez fait de pas de trait dans le sens de l'amour, tout simplement. Au contraire, en apostasie avec l'amour, tout simplement, dans le sens contraire. Et là, on est confronté à cette réalité-là. Et là, il n'y a pas de filtre, hein, pour autant de se protéger, il n'y a pas d'excuse possible. Donc ça peut faire mal pour certains, voilà. Et après, il y a la deuxième état sur lequel moi j'ai pas été parce que j'étais pas dans ce cadre-là, d'une mort définitive, hein. J'étais, dans l'observation, donc j'ai pu observer, ce qu'on appelle, moi j'appelle la régénération, c'est-à-dire le système de régénération, l'espace de régénération, le terme est plus vrai. Vous êtes confronté avec, 3 ou 4 personnages qui sont là pour vous accueillir. C'est un peu une discussion comme des copains qui se retrouvent, pour boire une bière dans une table de bistrot, quoi. C'est à peu près ce genre-là, il y a plein d'humour, plein de rire. On rigole de nos erreurs, voilà, de ce que l'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. On nous explique le pourquoi, le comment de plein de choses, quoi. En fait, c'est une mise à jour, une remise à jour de ce que l'on avait été avant de venir sur cette terre, quoi. Mmh. Et du coup, c'est aussi un endroit transitoire. Il y Oui, a quelque chose après, enfin, c'est un voilà, entre-deux, en fait. voilà, mais ça peut durer longtemps pour certains parce que ça dépend de l'actif que l'on a emmené avec nous, quoi, hein, Mmh. simplement. Et plus on est limpide et plus on est dans la relation d'amour avec nous-mêmes et avec les autres et plus c'est limpide et moins ça dure, quoi. C'est vrai, parce que l'essentiel, c'est ça au bout du compte. Donc voilà, une fois qu'ils ont passé ce stade-là, alors, il y en a certains qui restent très longtemps parce qu'ils ont beaucoup de choses à élaguer, à nettoyer et à comprendre surtout, et à gérer surtout parce que ça fait mal de toute manière, hein. Quoi qu'il arrive, le passage devant le panorama, ça fait très mal, ça laisse des traces, hein, ça stigmatise un peu l'âme et ça fait un peu et on a beaucoup de regrets, quoi. Donc c'est ces regrets qu'on va essayer d'enlever, hein, mais pour les enlever, il faut les comprendre tout simplement, hein, voilà. Donc ils sont là pour vous permettre justement, eux qui ont le livre de votre vie devant eux, pardon, ils peuvent vous dire, tel endroit, telle situation, voilà, vous auriez dû faire ceci, vous auriez dû faire cela, ou tu, parce que le tu et le vous Mmh. n'existe pas.
autre Et du chose. coup, de nouveau, c'est pas un jugement que eux mettent sur toi, c'est Non, un pas du jugement tout. que toi, tu t'es mis sur toi et eux qui sont là pour t'aider à prendre du recul et comprendre en fait comment est-ce que les choses Exactement. auraient pu être différemment. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est le recul nécessaire qu'on ne peut pas avoir quand on est passé devant ce panoramique parce que c'est trop prégnant, quoi. C'est trop, ça stigmatise très vite, quoi. Ça fait mal, quoi. C'est pas rien. Et ben là, une fois qu'on a terminé cet espace de régénération, et là, on retrouve la fratrie. Alors, la fratrie, c'est la famille, plus les amis, plus. C'est des gens que vous avez connus avant qui vous retrouvent sur ces états-là. Alors, ce sont des plans vibratoires. Alors, tout est notion de plan, hein. Je veux dire, de strate, comme on dit. Pour obtenir l'accès à la fratrie, il faut non seulement être passé par la régénération, mais pour certains qui ont vécu la mort difficilement dans une douleur absolue, une fracture, une maladie incroyable qui fait très très mal, il y a ce qu'on appelle un espace de comment dire de refreshing, c'est-à-dire un moment où on se guérit de ça. C'est-à-dire les stigmates de la maladie restent profondément ancrés dans la mémoire de l'âme, quoi. Donc on peut pas avoir accès à cette fratrie si on n'a pas s'est pas fait soigner. C'est la deuxième état, celui de c'est pas une purgation, c'est pas un purgatoire, c'est un état de nettoiement. C'est un peu comme dans le film de Solar, là c'est très bien décrit. C'est pas un hôpital pour autant, c'est pas une clinique, mais on est entouré de gens bienveillants et qui sont là pour vous aider à vous retrouver tout simplement. Voilà. Mm. Voilà. Donc la maladie a beaucoup fait beaucoup de mal dans l'état de la conscience tout simplement, et c'est ça qu'on va essayer de nettoyer, hein. Et donc il y a beaucoup de rencontres, de discussions, de partages vibratoires entre ces gens-là, beaucoup d'échanges d'amour pour permettre ça, hein. Et une fois qu'on a acquis la certitude de ce que l'on est, nettoyé de tout ce que l'on a vécu, de cette vie-là, mais d'autres vies anciennes, on revient vers sa fratrie, c'est-à-dire sa famille. Alors c'est pas forcément vos parents d'aujourd'hui, c'est d'autres parents d'ailleurs, c'est aussi des parents c'est tous les gens que vous avez vraiment aimés, qui vous ont aimé profondément. C'est pas l'amitié là-dedans, est supplantée par l'amour parce que on dit que l'amitié c'est la frontière de l'amour. Non, déjà quand on est en amitié, il y a beaucoup d'amour déjà. Donc ce sont des gens que vous avez aimés inconsciemment par l'amitié qui vous retrouvent, hein, voilà, et ça c'est merveilleux, quoi. Alors cette fratrie, ben, elle est incroyable, elle est pas quantifiable parce que c'est pas la quantité qui fait la qualité. C'est souvent, des gens qui ont vraiment été très proches de vous, qui vous ont apprécié et qui vous ont apprécié encore, quoi, et qui vous ont aidé de toute manière quand vous étiez sur terre, hein. Vous savez que quand on est sur terre, on est très entouré, quoi qu'il arrive. Vous pensez que vous êtes seul, par exemple, dans votre vie, non, vous avez beaucoup de gens autour de vous, d'âmes, qui sont là pour vraiment pas pour vous empêcher de faire la bêtise, ni de vous conseiller, non, ils sont là pour vous, comment dire, vous faire ressentir de l'amour qu'ils ont pour vous. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que parfois on le ressent. Alors parfois il y a des surprises, on voit des tables, des photos qui tombent, du vent qui souffle, un oiseau, un papillon, enfin plein de signes comme ça, et ce qu'on appelle des synchronicités qui viennent pour vous montrer qu'ils sont toujours près de vous, qu'ils ne sont pas éloignés pour autant et qu'ils ne sont pas disparus. Hein, on parle des chers disparus, non, ils sont juste à côté. Donc sur un autre plan vibratoire pour lequel vous ne pouvez pas les voir évidemment. Vous pouvez les ressentir. Par contre, vous pouvez ressentir une main, un baiser, vous pourrez sentir un appui sur une épaule, voilà, c'est ça vous pouvez. Parce que eux, ils sont obligés de se condenser pour le faire, ça c'est une technique qu'on va apprendre de l'autre côté, hein, pour pouvoir être justement aussi proche de nos proches, quoi, voilà. Donc cette famille, en fait, elle habite, on vit dans des demeures. C'est pas des habitations, ce sont des demeures. C'est ce qui est très, comment dire? Troublant, c'est que ces demeures vous ressemblent à vous, vous ressemblent vous-même. Ce que vous aimez de l'intérieur de vous-même, quoi, voilà. On n'est pas surpris de découvrir, quelque chose de moche, bien au contraire, puisqu'on est en adéquation, en harmonie avec ça. Donc ces demeures, elles sont composées de plusieurs pièces, de chambres, de lieux de discussion, de lieux de projection holographique, puisque j'expliquerai ça après. Ça, c'est intéressant à savoir, et en même temps, des chambres avec des meubles qui sont pas forcément, matérialisés comme de la matière, le bois et d'autres, plastiques, si vous voulez, pardon. Ce sont des meubles énergétiques et dans lesquels vous pouvez vous asseoir, vous allonger et discuter, quoi. Il y a pas de voilà.
Et si vous étiez, comment dire, si vous aimiez bien dormir dans votre vie terrestre, vous aimez bien un moment de repos pour vous, vous pouvez vous isoler, pardon, dans cette chambre et faire le noir comme vous le désirez, quoi. Alors c'est pas le noir, on va pas fermer les paupières puisque là-bas les paupières, on en a mais on n'en a pas, enfin je sais pas trop. Du coup, c'est simplement on part en léthargie tout simplement et on s'enferme, on s'endort tout simplement dans une beauté d'amour absolue, bercé par l'amour et la musique de toute manière. Et vous vous réveillez quand vous voulez, c'est pas au bout de 12 heures, il y a pas de réveil qui sonne, c'est simplement vous qui revenez à vous, tout simplement, pour en plein état de on fait beaucoup de ce genre de séance au début, tout simplement. Après, on en a vraiment plus besoin, quoi, voilà. Donc voilà, après, les proches, il y en a beaucoup qui partent, qui reviennent, qui partent. Alors dès le début, les gens qui meurent, comme ça et qui sont dans ces fratries-là, elles fait leur parcours de régénération. La 1re, c'est la curiosité qui prévaut sur toutes les autres envies, c'est simplement aller visiter. Visiter l'au-delà, mais visiter au-delà de l'au-delà, c'est-à-dire l'univers entier, quoi. Donc vous y allez soit seul, c'est très rarement quand il va seul parce que, bon, c'est pas trop, parce qu'il faut être accompagné quelque part, parce que la maîtrise de tout ça, c'est la maîtrise de la pensée. Parce que vous vous déplacez par la pensée, hein. Vous savez, un point A et un point B distant en chiffres, astronomiques, en unités de lumière, je veux dire années-lumière, ça peut être 100 millions d'années-lumière. Aller en un point A et B, vous le faites en l'espace de la pensée, tout simplement. En fraction de seconde, si vous voulez. Donc la notion dimensionnelle, elle est différente. C'est-à-dire, elle n'existe que pour pouvoir se déambuler dedans, mais sans pour autant se heurter à des murs, des montagnes, des falaises ou des crevasses, quoi, vous voyez. Il y a la possibilité de voyager seul, mais c'est pas souvent recommandé au début parce que c'est tellement surprenant que il y a quand même un but à avoir. C'est pas aller se aller, je vais faire un voyage sans fin et revenir. Non, il faut revenir à un moment donné, quoi. Ça veut dire qu'il y a une notion de distance quand même qui se met en place, qu'il y a un lieu qui est bien précis, qui est distancié par une forme vibratoire de la pensée qui permet justement de se projeter, tout simplement. Mmh. Et là, ce qu'on explore, c'est ce même niveau, ou est-ce qu'on peut aussi explorer des choses qui se passent Non, à notre niveau non. à nous? À un autre niveau, mais pas au-dessus de nous. Qui peut le plus peut le moins, mais pas l'inverse. Le moins peut pas le plus, vibratoirement parlant, hein. Souvent, il y en a qui sont absents dans votre fratrie parce qu'ils sont dans des niveaux soit plus élevés ou des niveaux plus bas. Et ceux qui sont dans les niveaux plus bas, vous-même, vous pouvez aller les voir. Par contre, vous pouvez pas aller les voir, ceux qui sont plus hauts. C'est plutôt eux qui viennent vers vous, quoi. Voilà. Cette notion est là, est très importante. Ça démontre le niveau vibratoire dans lequel vous avez. Et c'est quoi ce niveau vibratoire? C'est plutôt l'absorption absolue de l'amour, quoi. C'est-à-dire vous avez sur terre, vous avez été d'un niveau vibratoire assez élevé parce que vous avez cultivé en vous l'amour pour l'autre, la bonté, la compassion et tout ça. Donc ça vous donne une vibration très particulière qui est beaucoup plus haute que le lambda, simplement, qui est guerrier, qui va tuer les autres. Donc c'est cette distinction, cette amplitude-là est très importante, hein. Plus vous avez exercé cette vibration particulière que représente l'amour, plus de l'autre côté vous êtes élevé, tout simplement, hein. OK. Et après je vous expliquerai après comment on va s'élever nous-mêmes pour arriver à un point de jonction pour basculer dans ce que j'appelle la vraie vie. OK. Et du coup, pour revenir dans l'histoire, donc si on devait revenir en arrière, donc c'est tu sors de ton corps, il y a le tunnel, puis il y a la revue de vie, puis tu arrives, il y a cet espace de entre-deux et là tu commences à explorer. J'imagine que tu explores pendant un moment. À quel moment est-ce que tout ça du coup, prend fin? Et Ouais, après j'ai visité plein de plans, hein. J'ai les plans inférieurs les plus terribles, ce qu'on appelle les enfers ou l'enfer, hein, le bas astral ou la GN ou enfin bref, j'ai été visiter, je suis rentré dans cette vibration-là avec tous mes acolytes qui étaient là pour me protéger parce que ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti surtout, c'est terrible, quoi. C'est de voir cette haine absolue de soi qui est en fait un enfermement dans le noir absolu, quoi. Ils ne perçoivent rien, si ce n'est que la vibration d'eux-mêmes qui est haineuse et cette espèce de rouleau compresseur qui vous entraîne au plus profond de vous-même, quoi, dans la haine absolue, quoi. Et tant que vous n'avez pas compris le pourquoi, le comment, ce rouleau compresseur fonctionne, quoi.
Mais pour cela, pour les dessoucher de leur racine absolue, de la haine, il y a des âmes vaillantes que j'appelle les âmes vaillantes, aguerries à cette noirceur absolue parce que c'est rémanent et c'est répugnant, quoi. C'est vraiment très prégnant. Ces âmes aguerries, elles sont là pour justement faire éclater un peu cette haine en eux et leur proposer la lumière, tout simplement, hein. Je schématise très vite, hein. Donc ça, je l'ai aperçu et avant de rentrer dans ce monde-là, j'étais confronté à une muraille absolument qui est pas forcément une frontière, mais c'était un englument de plusieurs âmes qui générait une espèce de montagne absolue, de mur absolu, répugnant, dans lequel luisant, marron, luisant, dégoulinant de toutes sortes de sueur, vraiment de nauséabonde absolue. Enfin, je suis pas resté longtemps parce que, enfin longtemps. Je me demande, j'en pouvais plus parce que c'était tellement dur comment dire, à percevoir et à ressentir. J'ai encore aujourd'hui des effluves de ça et j'en pleure énormément, hein. C'est quand même terrible, quoi. Alors qui est là-dedans? Ben moi, j'ai commencé à donner des noms parce que c'est vrai que il faut se préparer, pas foncièrement, c'est tout le enfin, certains chefs d'État, ils sont là, j'y suis. Ceux qui étaient aussi avant des tortionnaires, des hébémonistes, des tyrans s'y retrouvent. Même des gens, des religieux, même des manipulateurs, même de plein de gens qui se retrouvent, dans cette condition-là qui est absolument terrible, à ce point la haine de soi, c'est terrible, quoi. Donc je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est trop dur, quoi. Voilà, mais pour vous dire Mais du coup, ce que qui vaut la peine de souligner, et ce que je comprends de ton témoignage, c'est que c'est de nouveau pas un jugement qui est mis sur soi, et que c'est en fait l'âme qui va pas forcément s'auto-punir, mais qui a un niveau de fréquence qui fait qu'elle se retrouve à vivre ce genre d'expérience jusqu'au moment exactement. où elle arrive à se lâcher de tout ce qui la retient vers le bas. Alors, il y a une chose qui est quand même encore plus terrible, c'est qu'il y a les sous-sols, que j'appelle les sous-sols parce que faut bien les nommer. C'est que ça, j'ai pas été voir, j'ai pas été regarder, enfin, mon papa m'a emmené là-bas. C'est qu'en fait, l'âme se sépare de son histoire et de sa parcelle divine, tout simplement. Ça veut dire que c'est l'effacement, c'est la disparition, c'est la dissolution dans le noir absolu, quoi. C'est terminé. L'âme disparaît définitivement. Ça veut dire qu'elle est irrécupérable. Ça veut dire, à ce point-là, la haine est tellement forte en elle, la haine de soi, qu'elle n'accepte plus, d'être, comment dire, d'être promise à la lumière. Elle préfère plutôt la disparition. C'est un choix absolu qu'elle fait, quoi. C'est pas Elle est pas précipitée de son par quelqu'un, par un juge, c'est son choix elle-même. Elle veut plus souffrir de ça, elle arrête, elle n'arrive pas, elle trouve pas les moyens de s'en sortir parce qu'elle a pas envie de ça, elle a pas envie de la lumière, elle renie encore la notion divine et à ce moment-là, elle est totalement effacée, quoi. Voilà. Bon, on va remonter un peu plus loin, donc j'étais entre ce niveau-là qui est un des plus bas, il y a entre là où j'étais et la première fois, il y a des millions de niveaux quand même, hein. Je peux pas chiffrer ça de plans, hein. Et au-dessus, il y en a autant. Donc moi, j'ai eu la possibilité d'aller voir ce qui se passerait après, quoi. Voilà. Et là, c'est du merveilleux. Là, on rentre dans le merveilleux, les paysages sont incroyablement beaux, des cités lumineuses bordées de lumière et de fleuves, émeraudes, d'une beauté, les couleurs, comme je dire, elles sont extrêmement brillantes, chatoyantes et très attirantes. La musique est omniprésente, la profondeur de vue incroyable, j'ai visité d'autres planètes aussi, j'ai été voir un peu ce qui se passait, ailleurs, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des civilisations et j'ai rencontré, là, ça va vous étonner, une civilisation incroyable, qui est très élevée spirituellement, très élevée, hein, qui a quelques millions d'années d'avant nous de l'existence par rapport à notre Terre, qui est située, alors là, je peux le dire, dans une des branches de notre galaxie, à nous, qui est pas très loin, on n'est pas dans la même branche, mais dans la branche voisine. Enfin, je l'ai vu, hein, je l'ai vu. Et puis, j'ai été reçu, enfin, alors c'est marrant parce que le contact c'est pas fait directement, c'est fait par ce qu'on appelle une bulle énergétique de l'autre côté. On crée une possibilité de condensation énergétique, si vous voulez, pour pouvoir permettre de rentrer en contact avec des gens, enfin des personnages, des civilisations très très élevées, donc qui peuvent effectivement, eux, pas se condenser, s'éthérer plutôt pour pouvoir communiquer avec nous, quoi. C'est au travers de cette bulle que j'ai pu communiquer avec un espèce de dignitaire et avec un autre personnage qui était là et qui m'a expliqué plein de choses sur notre, civilisation, que c'était bien eux qui envoyaient, des émissaires nous surveiller parce qu'en fait, ils avaient mis, pas le gravement sur nous, mais ils avaient vu que notre civilisation était, comment dire, destinée à une évolution très importante spirituellement
hein. Mais pour cela, il fallait qu'elle passe par plusieurs chaos, plusieurs sociétés, plusieurs cataclysmes sociétals dans lesquels on a été plongé plusieurs fois pour arriver en finalité à une nouvelle société d'amour et c'est ce qu'on est en train de prendre le chemin là. Donc j'ai pu voir la vision de l'avenir et voir ce que l'on devenait après, quoi. Et de ce que l'on était devenu, voilà. Alors ces gens sont de forme humaine, hein, je veux dire, assez grands, très beaux évidemment, très filiformes en même temps, beaucoup plus minces que nous, qui avaient des regards extrêmement beaux, enfin ils ont un nez, une bouche, des oreilles comme nous, hein, il y a pas on est une forme humaine tout simplement. Et les émissaires qui nous envoient en fait ce sont ce qu'on appelle les petits gris qui sont, comment dire? Adaptés au vide absolu, hein, à la -360°, le froid absolu. Et à la chaleur absolue. C'est-à-dire, donc ils sont faits de matière extrêmement, pas forcément organique, mais, de matière qui permet justement ils ne respirent pas et effectivement, quand on les voit sur terre, ils n'ont pas de scaphandre, hein, ils sont là comme nous et comme ils respirent pas, donc ils sont adaptés à toute cette singularité qui est la nôtre et puis il y a d'autres singularités ailleurs, hein. Donc ils sont là pour, en fait, pour nous pas pour nous protéger, pour nous indiquer plutôt des chemins, à prendre plutôt que de nous protéger, on doit vivre des expériences et non pas être, catégorisé ou emmené dans des terrains beaucoup plus simples, quoi. Ils sont là pour nous observer surtout et de temps en temps, ils prélèvent en nous certaines personnes pour pouvoir savoir où le génome humain, le nôtre, a évolué ou pas. Voilà, simplement. Qu'on Donc appelle là, tu des parles albi de notre plan. de On, notre plan. On appelle ça on des passe al sur un autre sujet qui est qui est Ouais, intriguant, ouais, qui mais est le voilà. sujet UFO abduction. voilà. Et c'est intéressant de voir qu'il y a parfois des parallèles qui se font, alors que toi, j'imagine, à l'époque, quand tu as eu cette expérience-là, tu avais, enfin, je sais pas, je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais est-ce que tu avais du contexte sur ces sujets-là? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler ou pas du tout? Non, Tu pas du apprends tout tout, non. ça une Non, fois que pour tu es de moi, l'autre c'était côté. de la littérature, science-fiction, quoi. C'était pas du réel, mais là, c'était bien du réel et donc voilà. Alors, pour vous dire que c'est pas des gens extrêmement, ils sont très, très positifs par rapport à nous et plein d'espoir, quoi. Donc il faut pas non plus, exagérer qu'on sera envahi par des extraterrestres extrêmement nocifs et dangereux. Ça, c'est pas vrai parce que la Terre est quand même protégée. Pour avoir accès à ce niveau-là, il faut avoir un niveau spirituel assez élevé, hein. On ne pourrait pas aller envahir d'autres planètes nous-mêmes actuellement, parce qu'on n'a pas ce niveau spirituel, c'est impossible. Le jour où on arrivera, vous savez, la spiritualité, quand elle est liée à la science, elle permet de découvrir des choses incroyables, quoi. Ça, c'est ce que j'ai appris. C'est beau avoir des formules mathématiques, mais on va pas plus loin que ça. Tandis que si on allie la spiritualité, l'espoir, l'amour et plein de choses, on arrive à comprendre et de ce côté-là, on arrive à recevoir de l'information d'ailleurs pour nous permettre justement d'évoluer. Voilà. Hmm. Après, j'étais voir, le maximum dans lequel, la fratrie peut monter, c'est-à-dire, ce qu'on appelle moi j'appelle la supra-harmonie, hein, c'est au-delà de la raison humaine. Ce que j'ai aperçu, j'ai pas de mots pour le décrire, c'est du sublime multiplié à l'infini, quoi. C'est quelque chose de très, très beau. C'est la vraie vie, ce que j'appelle la vraie vie, où effectivement d'autres civilisations viennent nous rejoindre et nous vivons tous en harmonie, voilà. Alors on n'est pas noyés dans un océan d'amour, on ne disparaît pas, on est bien une unité qui va rester infiniment unie. Je veux dire, on ne change pas, on évolue tout simplement, on s'élève tout simplement, mais voilà, on n'est pas détruit, on va pas se noyer dans un océan d'amour, quoi, voilà. Hein. Et à ce niveau-là, est-ce que c'est encore physique comme on l'a compris jusqu'à maintenant, ou là Oui. l'expérience change un Oui, petit peu? oui, c'est encore physique. Alors physique, ça dépend de ce que l'on veut exactement. Je dirais, ça c'est un choix personnel, hein. Et puis, c'est là où on participe à la création divine, quoi. Je raconte là j'ai vécu, mais ça sera une autre discussion parce que là c'est très long. C'est très long parce que j'ai vu ce que c'était la création de la matière et la création de l'âme, quoi. Et ça c'est impressionnant, quoi. Mais c'est long à expliquer parce que là, il faut rentrer dans le détail, quoi. Hmm. Voilà, une fois que j'ai vu ça, bon, je suis pas arrivé à mon apogée, je devrais dire, hein, pour pouvoir redescendre et reprendre ma vie. J'ai compris qu'à ce moment-là, qu'il fallait que je reprenne ma vie. Et moi, j'avais pas envie de partir, quoi. J'étais trop bien là où j'étais. Je trouvais que c'était vraiment, je vais retourner dans les enfers parce que pour moi la terre, de ce que l'on vit sur terre aujourd'hui, c'est un enfer, quoi. Je veux dire, c'est terrible pour plein de gens, quoi. Alors que là-haut, c'est tellement fluide, il y a plus de, donc c'était pas question que je revienne, quoi. Et là, à ce moment-là, ce que tu disais, c'est que du coup, tu avais l'impression que ça faisait presque 1 an et demi que tu étais dans ces Voilà. sphères-là. Parce que tout Donc ce que la j'ai Terre, pour toi, à ce moment-là, c'était déjà loin derrière toi, en fait.
Voilà, parce que ce que je racontais, c'est très peu par rapport à ce que j'ai autrement vécu ailleurs. Autrement, on va dire des rencontres, des possibilités dans les plans, ou de régénération pour les suicidés, pour les gens qui ont fait un départ volontaire, pour ceux que voilà, j'ai exploré aussi les autres planètes sur d'autres civilisations, où j'ai vu à peu près, comment à quoi ils ressemblaient, quoi, vraiment, donc il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup pour ça. Mais bon, comme on est quand même limité par le temps, il faut bien avancer. Donc voilà, il n'était pas question que ça, je m'étais mis dans les têtes, non, moi je vais rester là, je vais demander à rester là, et c'est possible ou pas? Et la question, ah oui, c'est vrai, elle est possible, parce que ça a été pour certains. Ça, je l'ai appris après. Mais toujours est-il que là, la question est dit: «Mais est-ce que tu vas retourner sur terre? Est-ce que tu dois retourner sur terre?» «J'ai pas envie». «Non, mais tu as des enfants, quoi, quand même, il faut que tu t'en occupes, quoi. Tu es papa». Et effectivement, j'avais des enfants, donc à ce moment-là, j'ai accepté de partir, de repartir. Que l'amour du père était plus fort que le vœu de le vouloir de rester, quoi, tout simplement, hein. Et donc je suis redescendu de la même façon que je suis arrivé, c'est-à-dire par ce tunnel très rapidement. Et de loin, je me suis aperçu allongé dans un lit qui était donc dans une salle de réveil, et je voyais une infirmière qui était là en train de me bichonner, voilà, qui me voyait que j'étais en train de me réveiller. Et à un moment donné, je me dis: «Mais jamais je vais pouvoir rentrer dans ce corps parce que c'est trop petit, quoi». C'est comme si c'était, un smartphone, quoi. Je veux dire, pas aussi grand qu'un smartphone, pas rentrer là-dedans, quoi, c'est pas possible, quoi. Ou un gant, je veux dire, c'est tout mon corps dans un gant, c'est pas possible. Mais si, c'est très surprenant, et hop, ça rentre directement. Et là, c'est la douleur, elle revient terrible. C'est terrible parce que là, vous avez toute la douleur terrestre de votre corps qui a été abîmé quand même, qui a été travaillée, coupée, avec des points de suture, des agrafes dans tous les sens. Bref, ça fait mal, quoi. La douleur est présente, mais ce qui est le plus terrible, c'est la pesanteur. Et c'est là où on voit la différence entre l'aspect éthéré et l'aspect, vraiment, dense de l'atmosphère de la terre, quoi. Où là, c'est con, je pouvais à peine bouger un bras ou je pouvais pas tellement c'était lourd, quoi, vous voyez? Donc ce moment-là, j'essayais de me faire enlever le tube parce que le tube, j'étais encore intubé. Elle aurait dû l'enlever depuis longtemps parce qu'elle m'a vu que je me réveillais, elle aurait dû l'enlever. Mais j'ai fait voir d'enlever ça, et elle l'a enlevé, elle me dit: «Oh, c'était merveilleux, ça s'est très, très bien passé, bravo, merci d'être là». Elle me disait pas que j'avais été mort, mais je lui dis, tout de suite: «Oh bah, écoutez», avec une voix très rock, très abîmée parce que les cordes vocales sont vraiment très abîmées. «Ah, j'ai fait c'était merveilleux, c'était merveilleux». Ah oui, c'était une expérience merveilleuse, tout s'est bien passé, voilà. Et là, j'ai mesuré la distance qu'il y avait entre nous pour expliquer les choses, quoi. On Mmh. parlait pas, voilà. Après, bon, après, 3 jours après, j'étais déjà debout, dans les couloirs en train de déambuler pour savoir auprès d'autres patients qui avaient été opérés ailleurs autrement, qui avaient été endormis, s'ils avaient vécu une expérience similaire que la mienne, quoi, hein. Et non, personne n'avait vécu ça, tout ça, bon voilà. Puis après, j'étais 3 semaines en maison de rééducation plutôt, voilà, où là, j'ai de nouveau, rencontré des gens qui avaient été opérés, du cœur, et avec qui, j'ai eu de longues discussions sur l'aspect pendant la mort, pas pendant l'anesthésie. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et puis il m'a dit: «Non, moi je suis réveillé dans la salle de réveil comme tout le monde, voilà». Donc me voilà avec un poids très important en moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et à quel point tu t'en rappelais précisément? Est-ce que tu te Est-ce que rappelais tu avoir vu le tunnel ou est-ce que tu te rappelais vraiment dans le détail des 1 Ah, an dans et le demi détail, je comprends, d'expérience? même plus que les détails, quoi, dans la précision absolue, quoi. Même encore aujourd'hui, je revois tout ça de visu, je l'ai tout ça devant moi, quoi. Et donc pendant 10 ans, j'ai essayé de communiquer cette expérience, et très vite, je me suis fait rejeter, quoi. Parce que tout le monde me prenait pour un fou, un huluberlu, ou bien un menteur, un mythomane, ou enfin bref, même ma propre famille, hein, j'ai rien dit pendant 10 ans quand même, parce que je Mmh. voyais que ça passerait pas, quoi. Ça passerait pas. Et est-ce que toi, t'en as douté aussi à partir d'un moment ou dès le départ, c'était une expérience tellement Oui, à des viscérale qu'en moments, fait, il bah y oui, avait même pas la question qui se posait? il y a des moments, j'essaie de plus y penser parce que c'était pas possible. C'est encore un rêve, un cauchemar, une vision, absolument, incroyable, mais impossible à partager, quoi. C'est déjà dans ma tête, ça commençait à devenir un maelstrom, c'est-à-dire c'était très confus, quoi. Mais voilà, mais c'était normal, c'était le cerveau qui se défendait, quoi, pour éviter de basculer dans la folie. Mmh. Et toujours est-il qu'à un moment donné, je vais, chez mon médecin pour une visite normale, et puis j'attends dans sa salle d'attente,
et je vois un livre, une revue scientifique qui parle en quatrième de couverture à la fin, comme quoi il y avait un livre qui avait été édité par le docteur Modi, donc qui était un neuropsychiatre, je crois, aux États-Unis, qui avait écrit La vie après la vie, pardon, excusez-moi. Voilà. Et il racontait évidemment toutes les histoires des expérienceurs, ce qu'on appelle des gens qui ont vécu des EMI, des expériences de mort imminente. Et c'est là que j'ai découvert que j'étais pas seul, quoi. Parce que jusqu'à ce moment-là, je pensais avoir été seul à avoir vécu ça, quoi. Et donc, je me suis dit, je suis devenu fou. Voilà. Et ça m'a rassuré, évidemment. Ça m'a enlevé toutes mes inquiétudes, mes angoisses que j'avais par rapport à cette expérience, quoi. Voilà. À partir de ce moment-là, j'ai essayé de contacter certaines personnes et j'habitais dans l'Indre à cette époque-là et j'allais aller voir une conférence dispensée par Nicole Dron à Dijon. À Dijon, donc c'était quand même, voilà, j'avais lu son livre très vite, je me suis acheté des livres concernant cette expérience-là après la lecture du docteur Modi. Et Nicole, je vais dire, c'est celle que je veux voir parce qu'elle a une expérience presque similaire que la mienne, quoi. Voilà. Et quand j'ai écouté sa conférence et après j'étais la voir, écouter Madame Boron, est-ce que je peux vous parler de mon expérience parce que je trouve beaucoup de similitudes dans ce que vous avez vécu et moi ce que j'ai vécu. Elle m'a dit: «Bah, vous êtes le premier parce que d'habitude les gens ne disent pas ce que j'ai vécu». Bah, j'ai dit: «Bah, là, bah, enfin, bah, écoutez, on va manger ensemble». Et on a passé 2 heures à parler tous les 2 et à partager nos expériences, quoi, voilà. Et c'est grâce à elle qui m'a donné les moyens de me mettre en place, des conférences et plein de choses derrière, quoi, voilà. Mmh. Elle, c'est un peu ma grande sœur qui m'a permis de me mettre sur le chemin du partage, quoi, voilà. Tu as mentionné l'anecdote du voisin de chambre qui avait été amputé, et que Oui, du coup, tu en avais reparlé au médecin. Tu oui. Je veux bien qu'on fasse un zoom là-dessus. Est-ce que tu en as parlé? C'était quoi leur réaction? Alors, il y a eu déjà une première, 1er étage, je veux dire, 1re vue, c'est dire qu'il y a beaucoup de journalistes qui se sont déplacés à la clinique Saint-Gatien pour aller vérifier mes dires. Ça s'est bien passé à telle heure, à telle heure, à telle heure. Bon, ça c'était une preuve pour eux de dire qu'effectivement, il avait dû vivre quelque chose. Après, quand j'ai rencontré le docteur Beau, qui était donc le médecin, chirurgien, comment dire, colistier, j'oserais dire, du professeur Tyrone, qui était donc présent, qui était mon cardiologue, quand j'ai visité là-bas. Il me reçoit au bout d'un mois pour faire un bilan. Et la première question que je lui dis: «Mais pourquoi vous m'avez pas dit que j'étais mort?» «Mais non, mais vous n'étiez pas mort». «Écoutez monsieur docteur, je t'ai vérifié au niveau de la caisse d'allocation, enfin la sécurité sociale, la sécurité, elle me fait payer, 7 litres de sang quand même». Je dis: Oui, c'est normal». Je dis: «Non, parce qu'avant l'opération, vous m'avez prélevé 7 litres de sang. Donc en fait, vous faites payer à moi-même mon propre sang. Alors là, il y a un truc qui va pas». «Ah bon, bah, écoutez, bon d'accord, oui effectivement on a eu un pépin avec vous, un accident, je veux dire, voilà, on a une hémorragie interne qui s'est déclenchée, vous avez perdu tout votre sang, il a fallu remettre, réparer la suture parce qu'en fait c'était la veine cave qui avait lâché tout simplement, qui avait répandu très vite le sang partout dans le corps. Il a fallu retrouver d'urgence, le sang et on vous a sauvé d'urgence, quoi». J'ai pas dit qu'il était mort. Je lui ai dit: «Mais j'étais mort parce que je vous ai vu du haut, je même peux vous dire vos pensées que vous avez dit à ce moment-là, vous étiez pas très content sur la façon dont monsieur Tyrone avait terminé son opération. Ça mettait en danger la comment dire? La notoriété de la clinique et tout. Voilà, bon, et on a dû vous en parler». Je dis: «Non, on m'en a pas parlé et puis je vais vous raconter une preuve là, je vais vous amener une preuve que vous allez pouvoir vérifier. Vous savez, pendant que vous m'opériez, j'étais me balader un peu dans votre clinique et j'étais dans une salle de réveil attenante à une autre salle d'opération. Il y avait un vieux monsieur qui était là, un monsieur de 70 ans, 75 ans, je sais pas, qui était en train de discuter avec son infirmière sur un problème d'amputation des jambes prévu en dessous du genou et non pas au-dessus du genou. Je dis: «Ah, c'est pas possible ça, la mort, on veut», voilà. Donc vous étiez bien mort, oui, votre cœur était arrêté pendant 45 minutes, mais bon, il y avait encore espoir, espoir, espoir. Alors, il m'a dit l'histoire du bonhomme, on vous l'a dit, on l'a vous le raconté. Mais je dis: «Attendez, il y a le secret professionnel, donc quel intérêt j'aurais été voir moi-même, me renseigner, éventuellement sur un vieux monsieur que je ne connais pas, dans une aide que je ne connais pas?» Et donc écoutez, monsieur Hamon, je vais aller vérifier.
Et il a été vérifié. Effectivement, il est revenu un peu pantois et il me dit: «Bah oui, c'est vrai, je comprends pas là, j'avoue, je comprends plus rien. Bon, on passe à autre chose, s'il vous plaît». Et voilà. C'est comme ça qu'il a bouté en touche, voilà, bon, cette expérience-là, voilà. Ce qui est drôle, je sais pas, à mon avis, tu as fait face aussi, mais quand les gens sont pas prêts, on peut leur donner autant de preuves qu'ils veulent, le cerveau arrivera toujours à trouver une manière de faire en sorte qu'il reste dans son confort. Euh, Exactement, voilà. Oui, parce que ça revient et en fait, et c'est un phénomène connu, c'est dissonance cognitive. En fait, quand on a un oui, nouvel élément qui rentre et qui est trop en non-phase avec le système de croyance qui est déjà en place, mais en fait, le cerveau peut tout à fait juste bloquer l'info exactement. et passer outre, en fait. Enfin, voilà mon histoire, qui se termine bien parce qu'après bon, bah, après j'ai été faire des conférences, j'ai même créé des ateliers de retour à soi, des expériences sonores qui sont très importantes parce que moi je suis une formation ingénieur son, hein, je travaillais dans le monde du spectacle et j'ai été formé pour, prendre, cette profession-là à un moment donné, puisqu'après j'ai pris la direction technique des scènes nationales. Mais toujours est-il que j'ai créé, ce qu'on appelle le retour à soi, c'est-à-dire j'ai travaillé le son comme il fallait, des musiques comme il le fallait et qui permet justement, à la personne de voyager tel que j'ai voyagé de l'autre côté, quoi. Oui, je donne cette possibilité-là par le son, simplement par la vibration, de ressentir ce que moi j'ai ressenti de l'autre côté. Voilà. Ça a été ça, puis après il y a eu l'écriture. J'ai écrit à peu près 8 livres. Là, je suis en train d'écrire le 9e livre sur l'expérience, sur plein de choses, hein, sur tout ce qui m'a été donné comme information, parce que je parle pas de révélation parce que c'est très prétentieux, mais je redonne l'information qu'on m'a donnée, tout simplement. Voilà. Hmm. Vincent, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. C'était hyper intéressant. Je suis Rémi, vous regardez Point Zéro et je vous retrouve au prochain épisode. Ciao. Pour continuer l'aventure, ça se passe juste ici. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça aide vraiment.